Rendez-vous ce matin avec un académicien, mais un académicien pas comme les autres, on a envie de le dire. Dany Laferrière est à la fois le premier haïtien et le premier québécois à siéger parmi les immortels, et cela depuis 4 ans déjà. C'est amoureux inconditionnel de la langue et de la littérature et l'invité du Salon du Livre de Genève. Et pour dire ce plaisir, 2 titres de son œuvre qu'on peut rappeler: Comment faire l'amour avec un nègre sans se fatiguer et L'art presque perdu de ne rien faire. Avant son déplacement dans la cité de Calvin des Deux-Mains, il est notre invité ce matin en direct de notre studio de Paris. Bonjour Dany Laferrière. Bonjour. Et merci beaucoup d'être avec nous jusqu'à 8h pour parler littérature surtout. C'est promis, mais en préparant cette émission, j'ai appris que vous ne vouliez pas vraiment parler de politique aussi parce que c'est le sujet dominant, c'est vrai ? Ben oui, et ils occupent toute la place. Les hommes politiques ont bloqué toute l'année avec leur programme, ça ce qui est bien. Il faudra informer le public de ce qu'ils veulent, mais aussi avec des livres, surtout de faux livres, où ils racontent un peu ce même programme. Ils bloquent les salons du livre parce qu'ils arrivent suivis d'une nuée de partisans et qui n'achètent pas de livres. D'ailleurs, on les a vus et qui ont toujours un petit appareil où ils font des selfies et donc les stands avec des éditeurs ou des libraires, on n'avance à rien puisqu'ils n'achètent rien et les partisans sont toujours très nombreux tout autour, bloquant même l'accès aux autres écrivains. Alors c'était un petit coup de gueule contre cette invasion de barbares et dans un endroit sacré qui est un salon du livre. Bon, à part les invasions barbares des politiques dans le monde de la littérature, ça doit quand même être assez difficile d'éviter le sujet de la politique et notamment de la présidentielle française en ce moment à Paris. C'est quelque chose que vous suivez de près ou pas ? On ne peut pas, on y est dans l'ambiance, et totalement. Je crois que c'est une situation politique assez inédite, où on a l'impression que les 2 candidats ne sont pas accueillis à bras ouverts. Et on ne sait pas comment ça va se dérouler, en fait. Et il y a beaucoup d'abstentionnisme, en tout cas c'est ce qu'on prédit pour le 2e tour, abstentionnisme qui pourrait favoriser la candidate du Front National. Est-ce que vous comprenez ces gens qui sont d'ailleurs pas forcément politisés ou pas forcément de droite stricto sensu, il y a même pas mal de gens de gauche. L'abstentionnisme, est-ce que c'est un sujet social, est-ce que c'est un sujet littéraire ? Dans ce que je peux dire, c'est que personne ne peut prédire quoi que ce soit et de cette campagne électorale et même de la situation politique dans le monde. On l'a vu avec Trump, on l'a vu en France, et Sarkozy s'est fait un peu écarter, Juppé s'est fait écarter et tous les gens qui ont leur fin de nom en ont grimpé sur le podium, Mélenchon, Hamon, Fillon et autres ont. Et donc ça veut dire que... Et Macron, il fallait avoir une terminaison en on. Et non, je veux dire, dans cela, personne n'avait prévu tout cela. Rien de ce qui est arrivé n'a été prévu. Même Mélenchon n'avait pas prévu un score aussi important, et si important qu'il a cru même qu'il allait passer, qu'il allait y arriver. Et au second tour, alors que visiblement, c'est quand même un exploit. Et qu'un parti presque d'extrême gauche puisse arriver à un score aussi fort. Et donc, personne ne peut prévoir non plus le nombre d'abstentions. Non, personne ne peut le prévoir et on ne va pas se livrer à de la politique fiction. Mais je reviens sur ce que vous disiez il y a un instant, Dany Laferrière. Ces politiciens qui cannibalisent les salons du livre. Il n'y a pas quand même parmi les politiciens actuels certains qui vous séduisent, ne serait-ce que par leurs écrits, parce que certains écrivent pas trop mal. Vous en avez lu ? SSE, d'ailleurs, qui écrivent. Ah, c'est une question à laquelle on n'a pas de réponse. Ils sont très occupés aussi. Le nombre de gens qui écrivent à la place des gens qui font d'autres fonctions, d'ailleurs, qui sont extrêmement prenantes aussi. Et vous savez, il y a une très grande tradition en France et en Europe, qui est une très bonne tradition d'ailleurs, d'écrire. La gloire n'est légitime que si on a écrit un livre.
Et après, on peut être président de la République, et si l'on veut. Mais il faut écrire un livre. Alors, tous les candidats ont tous ont écrit des livres, hein. Et ben, ce sont des livres qui sont liés à leurs prétentions. C'est-à-dire, si quelqu'un a bien un tel type de prétention, il fera une biographie d'Henri IV. Sinon, il fera une biographie de Louis XIV, de Louis XIII, ou trouvera un obscur homme politique qui était un peu, à son époque, important. Est-ce qu'on va tout le temps parler de politique comme ça ce matin? Non, non. Mais j'ai envie de vous poser la question du rapport entre la littérature et l'actualité. Est-ce qu'il y a un rapport ou est-ce que vous n'en faites pas, vous? Ah, bien sûr qu'il y a un rapport. Les écrivains sont dans l'ambiance. Le problème, c'est que, un peu comme les historiens, ce sont des historiens d'ambiance. Un peu comme les historiens, c'est beaucoup plus tard qu'on verra l'importance de ce qu'ils ont écrit. Et quand je vais dans un pays pour savoir exactement ce qui se passe, quelle est la réalité, pas actuelle. Et je lis souvent un écrivain du siècle dernier. Et j'ai une température souvent plus exacte qu'en lisant les journaux. Et je ne vais pas du tout cracher sur les journaux. Vous avez été Les vous-même journaux, eux chroniqueur et aussi, journaliste, hein. oui, c'est ça. Et les journaux, eux aussi, font la même chose aussi. Les écrivains, comme les historiens, puisent leurs informations et aussi en feuilletant, en relisant les journaux d'époque. Vous allez venir au Salon du Livre de Genève dès ce week-end. Les lecteurs vont venir vous voir. Ils seront nombreux à n'en pas douter. Comment expliquer ce besoin de voir l'auteur d'un livre qu'on aime? Alors évidemment, je vous demande de vous mettre à la place de vos lecteurs, mais vous comprenez comment ce besoin quasiment physique de toucher l'auteur? Oui, c'est vrai que depuis à peu près 50, 60 ans, il est arrivé ce phénomène assez nouveau. Il faut rencontrer l'auteur, il faut le toucher. Et les blogs, les clubs de lecture, les salons du livre, les festivals et toute cette animation, les rencontres dans les écoles, dans les universités, les mémoires, où l'on se contentait autrefois d'analyser Proust qu'on n'a pas Oui. connu, mais maintenant il faut téléphoner à l'auteur pour qu'il nous parle directement Ça de vous ce agace, qui ça? C'est un mal nécessaire? oui, ça fait beaucoup plus de lecteurs. Et la littérature ne s'est jamais aussi bien portée. Il n'y a jamais eu autant de lecteurs, même si les éditeurs, même si les libraires vous disent quoi que ce soit. Jamais dans l'histoire humaine on a autant lu. Mais ça peut avoir une influence sur la littérature même, de rencontrer ces lecteurs. Des fois, ils ont des opinions très personnalisées. J'ai été obligé de rappeler, et d'une certaine manière, à une lectrice que je ne me mêle pas de sa lecture, il ne faudra pas qu'elle se mêle de mon écriture. Et parce qu'elle me disait des choses, j'ai dit, écoutez, vous savez, c'est ce que vous dites là. Elle disait que c'est très difficile, le début du livre était un peu ardu. J'ai dit, mais ce qui vous paraissait difficile et ce qui vous prenait votre temps, vous obligeait à vous arrêter, eh bien, toute cette activité, ça s'appelle la lecture. Oui. Parce que moi, c'est encore plus longtemps, je prends pour écrire ce livre. On va y venir dans un instant à vos rapports de lecteur aussi, mais comme écrivain, on a parfois envie de rester caché aussi. Certains l'ont fait tout au long de leur carrière. On peut penser à Salinger, qu'on n'a quasiment jamais connu ou photographié. Vous ne ressentez pas ce besoin parfois de rester caché et que vivent vos écrits de leur belle vie sans devoir aller serrer des mains, sans devoir signer des autographes, etc. Ah non, mais moi, c'est le contraire, totalement. Et si je pouvais rencontrer les gens sans écrire de livre, je choisirais de rencontrer les gens. Donc le Moi, livre c'est est un les gens. vecteur. Le livre est un vecteur pour moi, c'est les gens, c'est leur visage, c'est leur humeur, c'est leur parler qui m'intéresse. D'ailleurs, les gens le savent aussi, et ils m'abordent très facilement et dans les cafés, dans la rue. Et vraiment, l'idéal, ce serait de n'avoir rien écrit et de se balader les mains dans les poches en sifflotant et en prenant un café avec le premier venu. Et mais malheureusement, vous êtes obligé d'écrire certains livres, ça vous vient comme ça. Ouais. C'est ce que vous nous dites ce matin, Dany Laferrière. Mais tout à fait, c'est quelque chose de magique, le livre. Le livre va plus loin que l'écrivain. J'écris un livre dans un endroit, peut-être une chambre, hein, et le livre sort à l'autre bout du monde. Quelqu'un le lit et voudrait bien me voir. Souvent, c'est une directrice de festival, Ouais. comme Madame Falconier. Directrice du Salon du Livre. Ouais. Et à ce moment-là, j'apparais. Le livre me précède, et si on aime ce livre, j'apparais. Est-ce qu'il vous échappe parfois le livre? Oh
Oh, mais il ne fait que m'échapper. S'il ne m'échappait pas, il n'y aurait aucun intérêt. Et je pense que l'écrivain est la dernière personne à vraiment comprendre le sens profond de son livre et surtout le goût profond du livre. Pour une raison très simple, hein, parce qu'on l'écrit, on a pris trop de temps pour l'écrire, on est comme intoxiqué. Vous savez, ce n'est pas normal. C'est un peu comme les gens qui font la cuisine. Ils ne peuvent pas bien manger ni bien apprécier leur cuisine parce qu'ils ont passé la journée avec les épices dans le nez, à goûter, à voir. Et au moment de manger, ils ne peuvent pas l'apprécier autant que quelqu'un qui vient d'arriver et qui, en ouvrant la porte, dit « ça sent bon ici ». Alors, vous parlez très bien de la littérature en faisant ce parallèle avec la cuisine. Comme lecteur, donc, vous êtes écrivain, mais aussi grand lecteur, Dany Laferrière. Est-ce qu'il y a des auteurs que vous jalousez lorsque vous découvrez leurs écrits? Ah non, je jalouse plutôt un mauvais écrivain qui a le culot beaucoup plus que moi d'écrire un mauvais livre. Et un bon écrivain, ce qu'il a fait, c'est pour tout le monde. Et d'ailleurs, on le voit bien, dès qu'on ouvre un livre et on est parti dans un autre univers, on oublie l'écrivain. Et on se souvient de lui quand on a terminé le livre. Et je crois, il disparaît, c'est son univers. Je ne peux pas jalouser quelqu'un qui a mis toute son énergie, qui a mis ses sensations, ses émotions, ses sentiments, et dans une affaire aussi ingrate, c'est-à-dire travailler avec les lettres de l'alphabet, avec une grammaire un peu difficile, compliquée, presque gênante parfois, et qui, pour nous donner quelque chose de magnifique et nous faire entrer dans un univers qui nous semble parfois plus réel, plus précis, plus vivant, plus concret que la douleur ou la joie. Vous en lisez souvent de mauvais livres? Quand j'ai l'impression que mon livre n'avance pas, et donc ça me donne un peu de courage, il y en a qui sont pires que moi. Ça sert à ça, hein. Il faut saluer les gens qui ont écrit de mauvais livres parce que ça sert à ça, comme aussi pour aussi empêcher la fenêtre de se refermer. Il y a plein de fonctions dans la vie, vous savez. Oui, je n'avais pas vu celle-là à la mauvaise littérature, mais au fond, c'est une fonction de vous faire vous sentir mieux comme écrivain, Dany Laferrière. Vous êtes né... Mais il faut dire, excusez-moi, juste une seconde, de rappeler que Gabriel Garcia Marquez a quand même affirmé que 100 ans de solitude est fondé, est formé par 100 mauvais livres au moins sud-américains, parce que dans chaque mauvais livre, il y a une page que le plus grand écrivain ne peut pas faire. Et tout cela a donné un chef-d'œuvre. Ou un mot. Vous êtes né à Port-au-Prince, Dany Laferrière. Vous avez longtemps vécu en Haïti avant de devoir quitter précipitamment votre pays dans les années 70 pour vous installer au Québec, où vous avez commencé à écrire. Écriture qui, en 2013, vous a donc fait accéder à l'Académie française. Au cœur de votre œuvre, il y a le déracinement que vous avez vécu dans votre chair. Vous l'avez d'ailleurs largement mis en avant dans vos romans. Est-ce que ce sentiment de déracinement, 40 ans après, c'est un peu assagi? Oh, vous savez, le déracinement, c'est un bon sujet, littéraire aussi. Parce qu'il y a au cœur de ces déracinements une distance, et puis on a deux univers concrets et dont l'on peut parler. Et sinon, vous savez, nous vivons tous un déracinement beaucoup plus grave que le déracinement, disons, du lieu natal. Il y a celui du temps. Et je l'ai écrit d'ailleurs, mon enfance me manque plus profondément que mon pays. Et là, c'est la situation de tous les êtres humains. Nous ne pouvons pas retourner aussi facilement dans notre enfance, dans notre adolescence, qu'elle soit un peu malheureuse ou heureuse. Mais nous avons quand même une mémoire, une sorte de petit laboratoire capable de transfigurer tout ça et de nous permettre. Et c'est peut-être de là qu'est venue la littérature, de cette mémoire à notre service et puis aussi du temps qui est passé. Et de l'angoisse de vieillir aussi peut-être? Vous l'avez cette angoisse? Ah non, non, pas du tout, j'ai hâte. Et de toute façon, il faut dire à l'Académie, on ne se voit jamais vieillir, il y a toujours un plus vieux que soi. Là aussi, tout est relatif, comme pour les bons et les mauvais livres, Dany Laferrière. L'exil, vous aviez dit ça à l'époque, est la plus grande école de conduite. On devrait, aviez-vous ajouté, envoyer tous les enfants faire un stage à l'école de l'exil. Alors Dieu sait que certains le font de manière involontaire, tous ces migrants, ces millions de migrants qui doivent fuir leur pays. Est-ce que ces propos, vous les tiendriez toujours? Bien sûr, on voit la petite provocation derrière ces propos, mais c'est une école de douleur, mais c'est aussi une école de force, une école de courage. Et nous
l'image est tout à fait juste. Nous restons trop longtemps dans les jupes de nos mères. Il faut quand même partir. Et partir, il ne faut pas brusquement dire alors ce sont les privilégiés qui partent. C'est faux. La planète, les trois quarts de la planète bougent en ce moment et ce sont les plus pauvres. Ils le font forcer, ils le font dans les conditions les plus désastreuses et ce n'est pas uniquement pour venir en Europe. La plus grande majorité des gens qui se déplacent le font en Afrique même. Ils traversent par centaines de milliers des frontières. Le monde est en mouvement constant et pour la première fois, ce ne sont pas les touristes qui sont les plus nombreux, c'est-à-dire Oui, les privilégiés, les gens qui sont riches, mais les pauvres. et la planète est dans une situation d'apprentissage, de culture, de mélange, de mixité, et absolument étonnante. Naturellement, au cœur de cela, c'est la douleur, c'est des drames, mais on espère que cette expérience va servir à quelque chose et plus tard nous rendre un peu plus facile, plus accueillant et plus ouvert On parlait de aux autres. on parlait de déracinement. Il y a par contre un vocable, je crois, qui lui est lié, mais qui visiblement vous agace, c'est la notion d'identité. Ça vous n'aimez pas ce terme, qu'on manie cette notion-là, Dany Laferrière? Je n'aime pas ce qu'on en fait. C'est le mot le plus utilisé et le moins souvent expliqué. Identité nationale, Et ça, vous rejetez ce terme. toutes sortes de mots, identité, on le met partout. Vous savez, il y a des époques, des mots pour certaines époques. Avant, il y avait mémoire. Avant, il y a chaque fois des mots comme ça qui arrivent et qui phagocytent et tout l'espace physique, vivant, sensoriel et intellectuel, et que personne ne prend la peine d'expliquer. L'identité, on n'a pas besoin de l'employer, qu'on le veuille ou non, elle est là, elle est complètement inhérente à nous, et la seule façon de vivre avec, c'est de ne pas s'en occuper. L'identité est comme une bicyclette, Oui. c'est-à-dire pour avancer, il ne faut pas regarder la roue avant, il faut regarder l'horizon, il faut regarder plus loin. Sinon, vous n'allez pas avancer vraiment à la bicyclette, vous allez avoir le vertige et tomber. Ne pas essayer de la définir, car elle nous échapperait encore plus, cette identité, Dany Laferrière. Oui, tout à fait. Il faut, c'est comme l'oxygène. Respirer, on ne s'arrête pas à chaque seconde pour expliquer ce qu'on est en train de faire. On respire, on ne peut pas être vivant sans oxygène, mais ce n'est pas cela la question. La question, c'est ce qu'on fait avec le fait d'être vivant.